Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle émission de Cycle Inside, une émission très particulière aujourd'hui parce qu'on a invité un invité de prestige. Lilian et Titouan m'accompagnent, comment vous allez ? Ça va très bien et toi Hugo ? Ça va super. Moi nickel, pareil, hâte de commencer. Très bien. On a un invité de prestige dans la personne de Brian Coquart. Comment ça va Brian depuis ton retour d'Oman ? Très bien, je suis rentré tout bronzé. Il fait un peu plus froid ici, mais ça va. On va commencer directement. T'es pas passé loin des victoires en ce début d'année, mais on va d'abord commencer par le commencement, si je puis dire. Comment est arrivé le vélo dans ta vie ? Très bonne question. Le vélo, il est arrivé un peu, pas forcément par hasard, mais en tout cas, souvent on sait que dans le vélo, c'est c'est des fratries, des familles de vélo, souvent. Moi, personne de ma famille faisait du vélo. C'était en regardant le Tour de France quand j'étais petit chez mes grands-parents. Et j'ai dû commencer à l'âge de 6 ans. Avant, j'ai dû faire un peu de judo, Ça n'a pas duré longtemps. Quand je dis j'ai fait de la gym et du judo, je pense qu'en 3 mois, les deux sports étaient bâclés. Je voulais absolument faire du vélo. Et ma maman, au départ, refusait. Et à force de la tanner et de pousser, elle m'a inscrit à l'US-Pont-Château à l'âge de 6 ans et demi. C'est comme ça que j'ai commencé, en regardant le vélo à la télé, le Tour de France. Et c'était qui justement tes idoles ? Alors, quand j'étais plus jeune, une fois que je m'y suis vraiment intéressé, on va dire que moi, j'étais fan de Paolo Bettini. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous êtes beaucoup plus jeune on est plus jeune que moi. Mais en fait, Paolo Bettini, est champion du monde et c'était un petit gabarit. Et vu que j'étais pas très grand, je vais dire que je m'identifiais un petit peu à lui. Il était rapide au sprint, il savait tout faire. Et du coup, j'étais un grand fan de Paolo Bettini. Et du coup, dans les catégories jeunes, quand tu as commencé, tu arrivais vraiment à gagner beaucoup de courses ou c'était par un travail acharné que tu as réussi à monter en grade ? Je vais dire un peu des deux. Je pense que faut être honnête. J'étais doué, je gagnais régulièrement, mais avec mon petit gabarit, on sait que dans les jeunes générations et les jeunes catégories, c'est souvent déjà le développement et le gabarit qui fait que l'on gagne ou pas. J'avais des adversaires qui faisaient 3-4 têtes de plus que moi, on va dire. Et donc j'arrivais à gagner, j'allais vite au sprint. Mais je pense aussi c'est ce qui a fait que j'ai développé toutes ces qualités. C'est parce que physiquement, j'étais moins fort à la base. Et du coup, je me battais comme une petite teigne, on va dire. Et au fur et à mesure, après, je me suis développé, j'ai grandi et c'est surtout, j'ai un déclic. Je pense que j'ai eu un déclic à l'âge de... Je me rappelle même plus l'âge. En sortant de cadet, je suis rentré au Pôle France, à Talence. En gros, la réserve de l'équipe de France piste. Et c'est dès Junior 1, l'hiver, pour arriver en Junior 1, où j'ai commencé à vraiment m'entraîner sérieusement. Parce qu'avant, c'était un tour de vélo avec les copains. On allait plus à la pêche que faire du vélo. Et du coup, à partir de junior, j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement. Et du coup, j'ai progressé encore plus. Et voilà. Aujourd'hui, tu es l'un des meilleurs sprinteurs du peloton, en tout cas en tant que Français. Est-ce que ça a toujours été ton profil, sprinter ? Ouais, ça a toujours été mon profil, malgré le gabarit. J'étais tout le tour d'Oman, j'étais en chambre avec Kenny Elissonde et on n'a pas beaucoup de poids d'écart. Il est un peu plus petit que moi, mais et on est deux profils tout à fait différents. J'ai un profil atypique, bien évidemment. Les sprinters, c'est plutôt des gros bébés, mais c'est Dame Nature qui m'a donné cette fibre musculaire, on va dire. Et puis, j'ai aussi un parcours de pistard. J'ai commencé par la piste. J'ai été bon sur la piste avant d'être bon sur la route. Et donc je pense toutes ces capacités et j'ai développé toute cette caractéristique sur les vélodromes via la piste et mes belles années sur la piste. Mais justement, en regardant un peu la carrière de Kenny Elissonde, est-ce que tu n'as pas des regrets de ne pas être devenu grimpeur ? Pas du tout. J'en ai discuté beaucoup avec lui. Sprinter, c'est de l'or dans les jambes, clairement, parce que j'ai déjà gagné des courses en n'étant pas bien. Grimpeur, surtout de plus en plus, mais pour gagner en haut d'un col, il faut être le meilleur. Et on sait que le niveau s'élève d'année en année et qui est de plus en plus élevé. Et du coup, tu n'as pas beaucoup d'occasions dans l'année. Il faut que tu sois au top à 100%.
Alors que qu'en étant sprinter, même si je gagne, donc déjà je gagne plus régulièrement qu'un grimpeur, bah ça dépend lesquels, mais on Ouais. va dire en moyenne. Et, et du coup, j'ai plus de. On va dire que je touche plus souvent la victoire qu'un grimpeur. Ok. Je pense que sur 8 briefings sur 10, à chaque fois, c'est pour moi. Et du coup, sur ces 8 briefings, 8 fois le matin, j'ai comment dire. T'es plus motivé. Je suis plus motivé. Je sais que je suis là pour gagner, pour franchir la ligne en premier. Et du coup, c'est des occasions tout le temps. Alors que quand tu es un grimpeur comme Kenny, où on en a longtemps discuté, lui est passé à gagner 2 courses et 2 premières années pro. Et ensuite, il a été chez Sky et arrivé chez Sky, bah, C'est compliqué de se faire une place. déjà. clairement, en fait, il est devenu équipier, quoi. Mm. Et il prend du plaisir dans son métier, dans ce qu'il fait, mais pour lui, c'est un équipier et il veut pas faire autre chose, quoi. Mais est-ce que être sprinter, c'est parce que tu as le goût du risque ou c'est juste parce que c'est juste ton gabarit qui fait que tu es devenu ce... Je pense que c'est les qualités intrinsèques, la fibre musculaire qui fait que je suis rapide au sprint. Et ensuite, bien évidemment, il y a une part de danger dans le sprint, il y a une part d'adrénaline ou du goût du risque. Mais je pense que avant tout, il faut être fait pour ça physiquement. Mm. On en voit plein des coureurs qui prennent des risques dans le final, mais à 200 mètres, quand il faut mettre le nez dans le vent, ils n'arrivent pas à déborder. Et voilà, donc oui, ils font des résultats, mais pour moi, c'est pas des sprinters. C'est des mecs qui se placent bien, qui prennent des risques, mais pour pouvoir gagner des courses, il faut allier les deux, bien évidemment. Justement, il y a cet aspect stratégique chez un sprinter qui est peut-être plus difficile à développer quand on est plus jeune. Ouais, c'est compliqué. C'est plus difficile. Ouais, l'expérience fait du bien, même si on voit moins le danger quand on est plus jeune. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui m'arrête pour le moment encore, mais je suis papa, j'ai 2 enfants, j'ai bientôt 32 ans. Je pense clairement que je prends plus autant de risques que ce que je pouvais prendre quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est des risques mesurés. Et tout du moins, c'est sûr que toute la journée, je prends moins de risques. Après, dans le final, dans le dernier kilomètre, je pense que je rentre dans un état second où c'est mon truc et je suis à fond dedans et ça m'arrive souvent après la ligne de ne pas pouvoir expliquer mon sprint parce qu'en fait, ça se passe tellement vite. C'est des choix à prendre dans des dixièmes de seconde et du coup... je pense que cette part, on va dire, entre guillemets, un peu animale du dernier kilomètre, je l'ai toujours. Après, tout au long de la journée, je prends beaucoup, beaucoup moins de risques. Je freine beaucoup plus qu'avant, quoi. Comment on se découvre dans les catégories juniors une passion pour le sprint, pour la montagne ou le vallon? Je pense que c'est au fur et à mesure des résultats, en fait, clairement. Alors, même s'il y a des bons exemples, un bon exemple, c'est Marcel Kittel, qui, avant de passer chez les pros, il faisait que du contre-la-montre. Il sprintait pas, en fait, Marcel Kittel, chez les jeunes générations. Et en fait, je crois, pour la petite histoire, c'est au premier stage, ils ont fait des tests sprint et ils se sont dit, bah ouais, mais t'es pas mal. Et du coup, après, on connaît sa carrière. Non, je pense que ouais, c'est au fur et à mesure des résultats et des capacités, en fait, où on se sent bien, où on arrive à performer. Et moi, c'était clairement dans le sprint. Et même si ça va mieux maintenant avec les années, en montagne, ça a longtemps été compliqué, quoi. Et c'est la piste qui t'a vraiment aidé à performer sur le sprint ou c'est surtout sur les entraînements, sur les courses sur route que t'as pu, enfin surtout sur les courses sur route que t'as pu performer Je pense que c'est clairement la piste. Il y a eu aussi dans ma carrière et même mon avant-carrière, entre guillemets, j'ai fait les Jeux Olympiques en 2012 et en fait, sur piste. Et en 2012, donc je participais à l'Omnium et l'Omnium, c'était un mixte entre les épreuves d'endurance et les épreuves de sprint sur la piste. Il y avait 6 épreuves. Et donc, pour préparer les Jeux, j'ai fait 3-4 stages à l'INSEP avec les sprinteurs, avec Grégory Boger, avec François Pervis, où je m'entraînais, entre guillemets, un peu comme eux. Et du coup, je pense que j'ai développé toutes ces qualités-là à ce moment-là, et même plus jeune. Je m'en rappelle, avant de rentrer au Pôle France à Talence, en sortie de cadet, j'avais le choix entre aller à l'INSEP
pour faire du sprint, de la vitesse, comme Grégory Boger ou François Pervis, ou aller à Talence pour faire de l'endurance. Et en gros, moi, je voyais pas J'étais rapide, ça, grâce à la piste, clairement. Mais j'étais super rapide, mais je me voyais pas passer ma vie dans un vélodrome à faire que de la muscu tous les jours et faire 3 tours de piste et rentrer à la maison, quoi. Clairement, mon rêve, c'était de faire le Tour de France. Donc c'est pour ça aussi, voilà, j'ai fait ce choix-là à cette période-là. Mais j'imagine que quand même tu gardes des bons souvenirs. Quel est le plus marquant de ton souvenir de la piste? Mon plus marquant, c'est les Jeux Olympiques. Clairement, en 2012, j'avais à peine 20 ans. Non, j'avais tout juste 20 ans. Médaillé d'argent, c'est clairement encore mon meilleur moment sur un vélo. Piste et route confondues, c'est clairement mon meilleur moment. C'était les Jeux Olympiques, un rêve de môme. Être médaillé devant sa famille, ma famille était là et c'est clairement mon meilleur moment sur un vélo encore. Ouais, puis t'avais que 20 ans, hein, c'est ça, c'était clairement. extrêmement jeune. Ouais, j'étais tout jeune et on va dire que c'était un peu le début, même les sollicitations médiatiques et tout, je connaissais pas tout ça, tout était facile. Je m'en suis rendu compte directement parce qu'après la médaille, il y avait la conférence de presse. La conférence de presse, en tout cas toutes les conférences de presse, tous les plateaux télé, je pense que j'avais passé au moins 3 heures, un truc de fou, mais non, ouais, j'étais encore tout jeune et tout neuf, on va dire. En parlant de la médiation, est-ce qu'on s'habitue à avoir toutes ces caméras devant soi, à être filmé sur chaque course et puis à avoir un entrain et quelque chose qui nous pousse derrière soi? Clairement, ça on s'y habitue, c'est plaisant. C'est difficile aussi parfois parce qu'il faut être honnête, c'est aussi beaucoup de pression. La pression médiatique, c'est compliqué. Encore plus maintenant parce que je vais paraître un peu vieux, mais moi quand je suis passé pro, il n'y avait pas trop les réseaux sociaux encore. Maintenant, ça prend une place énorme, encore plus pour les jeunes qui passent pro maintenant. Et donc en fait, je pense que c'est une part en plus de notre métier qu'il faut maintenant prendre en compte et analyser dans les contre-performances ou même dans les mauvais moments d'un coureur. Moi, je suis persuadé que ça rentre en compte. C'est difficile psychologiquement. Après, voilà, les médias habituels, c'est pas comment dire, c'est pas un souci, on s'y habitue et ça fait plaisir et souvent aussi ça fait plaisir, voilà, ça fait clair, pour être honnête, ça fait plaisir qu'on s'intéresse à soi, qu'un média s'intéresse à toi et d'avoir des pages dans un magazine, passer à la télé, ça bien sûr que ça fait plaisir, mais après il faut pas oublier qu'avant tout on reste des cyclistes et on est là pour faire du vélo, quoi. Et pour revenir sur tes débuts pro en 2013 à Europcar, quand du coup on s'intéresse à toi et qu'on te propose un contrat et que tu le signes, ça fait quoi justement d'arriver dans une équipe pro? C'était incroyable parce que du coup j'ai signé j'ai dû signer mon contrat, c'était avant les Jeux Olympiques, donc ça devait être, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'au mois de juin 2012, j'avais déjà signé chez Europcar. Pour la saison 2013. Et il ne faut pas oublier que du coup, 2012, en tout cas 2011-2012, c'était les années Vauclair incroyables. Maillot jaune, maillot à pois sur le Tour de France, et ça allait être mon coéquipier. Du coup, ça mettait un petit peu de pression, mais bien évidemment, j'étais super, super heureux et super content. C'était le chemin, on va dire, le chemin tracé. Voilà, j'avais fait 2 années au Vendée U. En tout cas, tout ce moment de ma carrière s'est super bien passé parce que j'ai pu vraiment réaliser mon rêve sur la piste. J'étais encore amateur en faisant les Jeux Olympiques, mes 2 années au Vendée U. Et ensuite, une fois ça passé, ça s'est super bien enchaîné. Hop, je suis passé professionnel et à côté de grands noms, Pierre Roland, Thomas. C'était un rêve de gosse, clairement, parce que je l'ai regardé à la télé. Bien sûr que j'étais fan 2011-2012, mais même avant, tu les regardais à la télé. Et après, voilà, tu travaillais avec eux.
Et encore pire, pour la petite anecdote, mon premier jour de course à l'Étoile de Bessèges, les deux étaient en train de rouler pour moi, donc c'était encore plus de pression. Justement, au début de ta carrière, est-ce que tu as eu de la pression ou vraiment hâte de découvrir toute cette atmosphère, ces courses, World Tour, Pro Tour? Un peu des deux. J'avais des yeux grands ouverts, j'étais impatient et j'avais hâte de découvrir tout ça. Et comme je le disais juste avant, un peu de pression aussi parce que l'équipe attendait beaucoup de moi ou avait beaucoup d'espoir en moi. Voilà, quand Thomas et Pierre étaient en train de rouler à l'Étoile de Bessèges pour moi, c'était quand même un peu de pression parce qu'il fallait pas trop Faut pas se louper. pas se louper. Surtout que je m'étais loupé le premier jour. Heureusement, le deuxième jour, ils ont accepté de rouler encore et du coup, j'avais gagné. Mais non, ouais, c'était un rêve qui devenait réalité. On va dire après les Jeux, c'était un second rêve de passer professionnel, clairement. Et justement, avec Thomas Voeckler et Pierre Rolland, il y avait un coureur dans le peloton qui t'impressionnait, qui te faisait presque peur même. Non, parce que je suis arrivé un peu sprinter, un peu casse-cou, un peu tête brûlée, j'avais peur de personne. Mais oui, il y avait Cancellara, quand t'étais à côté de Cancellara, tu voyais que il avait une prestance, c'était un grand monsieur même. Voilà, Boonen, Cancellara, c'était des mecs qui forçaient le respect, ouais. Et du coup, tu as pu participer au Tour de France dès ta deuxième saison en 2014. Que ce soit au début lors de tes premiers Tours de France ou même dans tes derniers, notamment en 2023, il y a une ambiance particulière. C'est laquelle? Clairement, le Tour, c'est totalement autre chose de toutes les courses de vélo qu'on peut faire dans l'année et sur la planète. Le Tour de France, c'est la plus grande course du monde avec les meilleurs coureurs du monde à leur meilleure forme. Et c'est déjà sportivement et physiquement, c'est super difficile. C'est la course la plus dure de l'année. Ça, il n'y a pas de doute. Et après, toute l'envergure que prend le Tour de France et tout le public, toute la presse, tous les médias, c'est vraiment, souvent, le Tour, une journée au Tour de France, c'est un peu comme une machine à laver en fait. C'est toute la journée, il y a du bruit, il y a du monde, il y a les hélicos sur le vélo, il y a même, c'est bête, mais on a souvent besoin de satisfaire des besoins naturels sur le vélo. Même pour s'arrêter pisser, c'est compliqué sur l'étape du Tour parce qu'il y a tout le temps quelqu'un. Et du coup, non, ouais, c'est vraiment une atmosphère et un truc de fou le Tour de France. Et souvent, parce que c'est difficile, hein, souvent, ça m'est déjà arrivé de me dire, en arrivant sur l'échange, je dis, ouais, heureusement c'est fini, j'en ai marre, et puis je reviendrai plus, quoi, c'est trop dur. Et puis 2 jours après, tu te dis, vivement l'an prochain, quoi. Donc ouais, non, c'est quelque chose, à vivre. Et même si maintenant, avec l'âge et l'expérience, j'y vais avec de moins en moins de pression, j'y vais vraiment détaché parce que maintenant, alors oui, c'est le Tour de France, mais j'en ai déjà fait, j'ai l'habitude et voilà. C'est quand même un cran au-dessus de tout ce que tu peux faire, dans l'année, quoi. Mais surtout en tant que Français, et quand tu performes, tu dois avoir des attentes du public et de tout le monde. Qu'est-ce que ça fait de performer en tant que Français? Je suis même pas sûr que le fait des Français, alors si ça change peut-être quelque chose pour moi parce que j'y suis en tant que Français, on est encore plus attaché au Tour de France, mais même pour les étrangers, quoi. Le Tour de France, c'est le Tour de France et t'as des coureurs qui ne rêvent que du Tour de France, quoi. Et c'est comment dire, c'est pas plus de pression, c'est pas plus compliqué, mais je pense que ouais, tous les coureurs du monde rêvent du Tour de France, français ou pas. Tu rêves de le faire, tu rêves de performer, tu rêves de porter le maillot jaune, de gagner une étape. Et je suis persuadé, même pour des Italiens, quoi. Ciccone, maillot à poil l'an passé, je pense que c'est un de ses meilleurs moments de sa carrière. C'est vrai qu'il fait de ça comme une victoire un peu. Voilà. Alors qu'il est italien et qu'il y a aussi le Giro, quoi. Alors bien évidemment, il doit être content, super heureux.
et avec beaucoup de motivation au départ du Giro. Mais sur le Tour, c'est un cran au-dessus encore, je pense. Et est-ce qu'au niveau de ton équipe, de tes dirigeants, sachant que tu vas sur le Tour, tu as plus de pression de la part de tes dirigeants? Bien sûr, on sait que quand tu vas sur le Tour de France, c'est ce qu'on disait avant, hein, c'est pas un cadeau hein, d'aller sur le Tour. Hein. Faut être prêt. Faut être prêt. C'est pas une récompense. On ne dit pas, t'as fait une belle saison, tu vas au Tour de France. Parce que si tu performes pas sur le Tour de France, c'est compliqué. Parce que y a de l'attente des médias, mais il y a de l'attente des sponsors aussi. Parce qu'une saison, elle peut être. Tu peux faire une super saison. Tu rates ton Tour de France, la saison elle est ratée. T'es nul à chier toute la saison. Tu gagnes une étape sur le Tour. Le sponsor il est heureux, c'est la meilleure saison qu'il ait jamais vue. L'an passé, on a gagné 2 étapes sur le Tour. Ils étaient heureux, mais c'était un truc de fou. Nous aussi, on était super contents, quoi. Mais ouais, le Tour de France dans la saison prend une place à part, quoi. Si tu réussis ton Tour de France, en gros, tu réussis presque ta saison. Juste pour revenir sur l'ambiance, il y a eu des petits garçons qui ont crié ton nom, etc. Ou même ton nom écrit sur la route. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? T'es super fier, ça motive, ça donne envie, mais ouais, si, dans l'école, on entend un peu, mais en fait, comme je te dis, il y a tellement de spectateurs sur le bord de la route, il y a tellement un brouhaha, que même des fois, en fait, c'est indescriptible ce que les gens ils crient, c'est un truc de fou, quoi. Limite, ça fait plus plaisir quand on le voit écrit par terre, du coup. Ouais, limite, dans un col, clairement. Après, dans le col, on passe moins vite, donc souvent, on a le temps d'entendre les encouragements, mais quand ça roule vite et tout, on n'entend rien, le bruit ça se gueule dessus dans le peloton, t'entends le bruit des dérailleurs, des freins, et donc non, tu peux pas trop... Ça, tu t'en rends pas trop compte. Et tu as parlé du Tour de France 2023 avec Cofidis. Quand Yon ou même Victor ont gagné, toi aussi, tu avais vraiment un sentiment de fierté et peut-être aussi, tu devais être hyper content. Super content, ouais, parce que j'ai jamais gagné sur le Tour de France et j'ai jamais été dans une équipe qui a gagné sur le Tour de France, en tout cas en étant présent. Donc je commençais à me demander si c'était pas moi le chat noir. Mais non, ouais, c'est quelque chose d'incroyable. En plus, voilà, la victoire de Victor, elle est arrivée super tôt. C'était dès le 2e jour. Donc, avec la manière en plus. Avec la manière. Alors, pour être honnête, souvent on dit que c'est un sport d'équipe et tout, mais nous, on n'a rien fait du tout. Il s'est débrouillé tout seul. Mais non, ouais, on était super contents. C'est génial. Ça nous a mis dans une super dynamique. Et après, le Tour de France a coulé et Yon, c'est un super champion. Et voilà, là, ce coup-ci, il y a eu un peu un travail d'équipe. Ils étaient 2 avec Guillaume et voilà, ils étaient 2 devant, il a été incroyable. Mais non, ouais, c'est des super moments. C'est des super moments. T'es heureux pour tes coéquipiers, t'es heureux parce que t'as plus de pression aussi. T'es tranquille le reste du tour et même si t'as envie de performer, c'est quand même... des fois, pour certains coureurs, ça peut être néfaste, voilà, parce qu'il y a 21 étapes. Alors déjà, pour pas te dire de bêtises, je crois qu'il y a 22 ou 23 équipes, donc déjà, toutes les équipes vont pas gagner une étape. Et t'as beaucoup d'équipes qui rentrent sans gagner d'étape, quoi. Donc quand t'arrives à le faire, c'est un truc incroyable, quoi. Et surtout, ça faisait 15 ans hein, pour la Cofidis. 15 ans, ouais. C'est énorme. 15 ans, on connaît les stats, 15 ans et 26 ans qu'on n'a pas été champion de France. Et du coup, toi, c'est pour l'année prochaine, une victoire sur le Tour de France? J'espère. Après, comme je disais, j'en ai parlé à Oman là, avec des journalistes. Je fais plus une fixette là-dessus. Bien évidemment que c'est un rêve et c'est un objectif de carrière de gagner sur le Tour de France. Après, c'est la plus grande course du monde avec les meilleurs coureurs en meilleure forme. Je sais que c'est compliqué. Sur les sprints à plat, clairement, au vu de mon gabarit, je suis un peu désavantagé par rapport à un Groenewegen ou un Jacobsen ou même Tim Merlier. Après, sur des arrivées en plus petit comité où ça a été difficile avant, ou des arrivées un peu en bosse ou en faux plat montant, là, c'est clairement mon profil maintenant. On va dire que je commence à tendre un petit peu vers un profil un peu plus sprinter-puncher. Et donc voilà, je fais pas de fixette sur le tour. Bien évidemment, je rêve de gagner une étape. Après, les seules choses que je peux vraiment gérer et faire, c'est arriver à 100% au tour.
Et après, il me faudra un petit peu de réussite pour pouvoir gagner. J'espère que les planètes seront alignées un jour et il faudra pas se louper ce jour-là. Tu en as déjà coché des étapes là pour ce Tour de France ou tu t'es pas encore penché dessus? Alors, j'ai regardé un peu vite fait. J'étais à la présentation du Tour. Après, quand on est à la présentation, on n'a pas les profils et tu peux pas trop voir. Il y a pas mal d'étapes intéressantes pour moi. En tout cas, sur ce qui est un peu ressorti, on en a déjà un petit peu discuté. Et du coup ça me motive de faire le max pour arriver au top là-bas. Et puis après, on verra. Et sinon, il y a aussi les championnats du monde qui seront à Paris. Enfin non, les JO, pardon, qui seront à Paris. Du coup, tu mets plus peut-être ta saison sur les JO ou non, tu restes quand même focalisé sur le Tour de France? Non, moi, je reste focalisé sur le Tour. Après, je suis dans la présélection. Pour les Jeux Olympiques, je sais plus combien de coureurs on est, mais je crois que c'est même pas officiel, mais je sais que je suis dans la présélection. Après, c'est que 4 coureurs. La sélection sera rude, ça va être difficile pour Thomas de faire la sélection. Sans vous cacher, je pense que Christophe Laporte y sera. Je sais pas vraiment comment il veut articuler son équipe, Thomas, mais on en a un petit peu déjà discuté. Clairement, ma sélection, elle passe par un bon Tour de France. Déjà, une super saison et un super Tour de France. Donc voilà, je fais pas une fixette là-dessus sur les jeux à dire je veux absolument. C'est un beau parcours. C'est un beau parcours, ça sera beau, ça peut me convenir. Après, voilà, si je fais un beau tour et je sors en forme du Tour de France, il y a des chances que j'y sois. Après, on verra. Est-ce que avoir été équipier avec Thomas Vauclair, ça facilite les communications Ça donne pas de passe-droit. J'ai eu ma première sélection pour un championnat du monde que l'an passé, alors qu'il y est depuis un petit moment. Non, j'ai pas de passe-droit. Non, c'est très bien comme ça. Mais après, oui, on se connaît bien, on se parle. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se parler franchement. Il n'y a pas de tabou et on se dit les choses. Donc, de ce côté-là, il y a aucun souci. Oui, c'est plus facile, mais sans passe-droit. Voilà, j'ai pas de passe-droit, mais au moins, on se dit les choses. Et s'il me sélectionne pas, il passe pas par carte chemin, il me dit la vérité. Voilà. Et sinon, on a parlé du Tour, mais est-ce que le titre de champion du monde te fait rêver? Le titre de champion du monde, oui. Alors, ça me fait rêver, oui, mais ça me paraît encore plus difficile que de gagner une étape sur le Tour. Au vu des parcours dans les prochaines années, je pense pas que je serai champion du monde avant la fin de ma carrière. J'ai pas fait une croix dessus, hein, j'aimerais bien, hein, mais pour être honnête, non, ouais, ça me paraît compliqué. Ça fait rêver. Après, il y a le maillot de champion de France aussi qui est plus accessible, qui me paraît plus accessible et plus dans mes cordes et du coup, on va dire, je vais me focaliser plus là-dessus que sur un titre de champion du monde. Parce que là, le parcours pour cette année à Saint-Martin-de-Landelle, il est trop dur pour toi ou pas? Non, le championnat de France, c'est top. Bah, oui, sur le papier, c'est top pour moi. C'est un parcours un peu punchy avec une arrivée en prise comme j'aime. Normalement, c'est l'idéal. Après, des championnats de France, on va dire que j'en ai réussi que un quand j'ai fait deuxième à Grandchamp. C'est une course d'un jour, c'est souvent un peu compliqué. Par contre, ma saison est pas mal axée là-dessus. C'est sur le championnat de France et le début du Tour de France. On a un petit peu ajusté. J'ai fait pour la première fois un stage d'altitude l'an passé avant le Tour de France et on a essayé d'ajuster en fonction du ressenti et des bienfaits de l'an passé pour arriver au top au championnat de France. Le but et l'idée première, c'est clairement d'être sur le Tour avec le maillot bleu-blanc-rouge. Après, c'est du vélo, ça reste compliqué, ça reste une course d'un jour. Il y a beaucoup de prétendants. Ça me correspond bien, mais ça correspond aussi à beaucoup de coureurs, beaucoup de profils différents. Et je pense que c'est ce qui va faire que ça va être un beau championnat de France qui va être comment dire, intéressant difficile et vraiment intéressant à suivre. Avec la Cofidis, tu seras clairement leader. Qu'est-ce que ça fait d'être leader? Est-ce que ça met beaucoup de pression ou tu te sens le plus libre possible parce que tout tourne autour de toi en fait? C'est un peu des deux. Bien évidemment, ça met de la pression parce que t'as la pression du résultat, ça c'est sûr. Après, maintenant, voilà, je vis très bien avec ça.
j'ai fait mes preuves, je vais pas dire que j'ai plus rien à prouver, mais voilà, quand les directeurs sportifs disent que c'est pour moi ou qu'on fait pour moi, bah voilà, il y a un passif et les autres savent pourquoi ça se passe comme ça. Donc non, ouais, bon, en tout cas avec l'expérience, peut-être que ça me bouffait plus d'énergie quand j'étais plus jeune, parce que j'avais peut-être un peu moins de caractère, un palmarès aussi moins étoffé, et du coup c'était comment dire, plus difficile psychologiquement pour moi. Maintenant ça se passe très bien et j'ai pas du tout de souci avec ça. Mais justement, par rapport aux gros trains, comme je pense à ceux de Philipsen sur le Tour de France ou de Cavendish en 2022, est-ce que c'est pas un peu frustrant justement pour toi? Tu disais d'ailleurs, je crois que c'était après ta 10e place aux Champs-Élysées en 2015, qu'avec 15 millions d'euros de budget d'équipe, t'aurais facilement gagné. Ouais, j'étais jeune et insoucieux, on va dire, mais non, oui, bien évidemment que plein de fois dans ma carrière, je me suis débrouillé tout seul et ça a été compliqué. Après, maintenant, mon profil de coureur a aussi changé. Je sais que sur des arrivées à plat, c'est plus compliqué pour moi. Quand on est lancé à 70 km/h, je pèse que 60 kg. Mes adversaires, ils en font 85-90. Ils ont plus d'inertie. C'est physique, quoi. C'est mathématique, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je dis pas que sur les sprints à plat, j'abandonne et je baisse les bras et je me dis que c'est pas possible, parce que il y a un aspect tactique et technique dans le vélo, et voilà, l'aspiration avec une bonne vague, en trouvant une ouverture au bon moment, c'est jouable, mais j'ai moins de chance que sur des arrivées où là le poids rentre plus en compte sur des arrivées en bosse ou en faux plat. Et donc maintenant, je parais moins légitime, bien évidemment, de demander un train avec 4-5 coureurs devant moi sur une arrivée du Tour de France. Surtout chez Cofidis, où on essaye de gagner des étapes avec des baroudeurs, on va dire, même si Yon et Victor n'étaient pas des baroudeurs, c'est des grands champions, mais on fait le classement général aussi avec Victor, donc je sais que c'est compliqué d'emmener 4-5 mecs pour moi. Donc je m'y suis fait et voilà, je dis pas que je suis moins rapide qu'avant, mais maintenant à plat c'est plus compliqué pour moi. Donc je trouve j'ai moins de légitimité à demander comment dire un train tout entier pour moi. Tu t'y es fait, mais est-ce qu'on pourrait te voir changer d'équipe pour avoir un train pour toi avant la fin de ta carrière? Peut-être, mais ça fait plus trop partie de mes préoccupations. Plus jeune, ouais, je fais 2 fois deuxième sur le Tour, sur les Champs et à Limoges. Plus jeune, ouais, c'était comment dire, Un objectif? c'était un objectif d'avoir vraiment un train et un truc solide. Après, il y a aussi maintenant le cyclisme moderne qui fait que c'est de plus en plus compliqué aussi d'emmener dans un sprint. Tu vois de moins en moins d'équipes qui prennent la barre et qui déposent leurs coureurs à 200 mètres. Clairement, pour moi, sur le Tour de France, Philipsen, il était super fort. Ce qui faisait la différence, c'était Van Der Poel. Mais c'était un coureur, c'était pas une équipe en fait. C'était pas 5 coureurs devant lui qui faisaient vraiment la différence. C'est Van Der Poel à chaque fois qui faisait la différence. Et du coup, je me vois mal demander à Van Der Poel de me laisser les sprints, par exemple. Et sinon, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui lèvent les bras. Quel regard tu portes sur cette évolution-là? Après, moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait gagner rapidement. J'ai gagné ma première course à 20 ans. Je m'en rappelle m'être dit, en fait, je regardais à la télé, en fait, alors je suis passé pour 2012, Arnaud Démare, il gagne au Qatar sur sa première course World Tour. Il gagne le dernier jour, donc c'était sa première année pro, et du coup, ce jour-là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est possible. Pourquoi moi, j'aurais des... Et donc, quand je suis arrivé chez les pros, je me suis dit, bah ouais, je peux gagner directement. Et donc, maintenant, tu as les nouvelles générations qui continuent à gagner directement, super jeunes. Alors après, ils sont encore plus jeunes que ce qu'on était à l'époque, parce que maintenant, ils passent pro à 18 ans et ils gagnent directement. Je pense que c'est l'évolution du vélo qui fait ça. Tu le vois dans les jeunes catégories. Maintenant, il n'y a pas un junior qui n'a pas un capteur de puissance.
Franchement, je crois. Alors, Thomas Vauclair, il en a eu un capteur, mais il l'utilisait pas en fait. Moi, je suis passé pro et on n'avait pas de capteur de puissance en fait. Et donc, c'est l'évolution aussi du cyclisme qui fait ça, que les jeunes s'entraînent de plus en plus fort, de plus en plus tôt. Euh, et des fois, quand je discute avec des jeunes, il y a des juniors, ils font des saisons que je faisais en espoir en fait. J1, ils s'entraînent comme moi, je m'entraînais 2 ans après, quoi. Donc je pense que c'est l'évolution du vélo et on est presque arrivé à un système qui se rapproche très fortement du foot. Le manager de la Movistar, il a émis une petite hypothèse et qui fait assez débat. Ce serait les remplacements sur les grands tours. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah en fait, j'en pense que lui, ça fait quelques années que ça lui arrive qu'il perd son leader le premier jour et du coup, ça l'arrangerait. Non, moi, je suis pas du tout pour parce que c'est comme ça, en fait, un grand tour. C'est 21 étapes et tu connais les aléas et tu sais qu'en première semaine, ça va frotter fort et qu'il y aura des chutes. Euh, Quand je pars sur le Tour de France, ça m'est arrivé de dire à ma femme, j'espère que je vais pas me faire trop mal quand je vais tomber. Elle dit, bah arrête, pourquoi tu dis ça, t'es pas... Je dis, bah si, je vais tomber, de toute façon, c'est sûr. Sur un Tour de France, tu tombes. Alors, sauf si t'es grimpeur et tu restes à 10 mètres des roues, dernier du peloton, ça non, tu prends pas de risque. Mais quand t'es sprinter ou quand tu vas dans les moments de stress, dans les moments où ça frotte fort et t'y vas, tu tombes presque à tous les coups, quoi. Et du coup, je me rappelle même plus de la question dès le départ, je suis parti Bah, un peu loin. qu'est-ce que t'en penses de cette hypothèse? Mais non, du coup, cette hypothèse, ça me paraît... Non, tu sais que un tour... Alors, à l'époque, c'était 9, mais maintenant, tu pars à 8, t'essayes de revenir à 8, mais C'est difficile. c'est difficile. Alors, ça arrive, hein. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière, quand on revient tous au complet, mais c'est rare, il y a aussi des chutes, et ça fait partie d'un Tour de France. Ça fait partie d'une carrière, et c'est des mauvais moments, c'est difficile. J'ai même moi abandonné sur blessure sur un Tour de France, mais j'ai envie de te dire que ça fait partie de la beauté d'un grand tour, quoi. Mais justement, sur les chutes, ça te fait pas peur, justement, un accident un peu comme ce qu'a connu Jacobsen au Tour de Pologne en 2020, quand il était dans le coma? Ça te fait pas peur, justement, pendant le sprint? Ça me fait peur après coup quand je vois les images, mais quand t'es dedans, tu réfléchis pas pareil et tu... Il y a peut-être même pas le temps d'y penser, en fait. Ouais, on n'a pas le temps d'y penser. J'ai envie de te dire, ouais, c'est ça, c'est ton instinct qui va et souvent, c'est bête à dire, mais c'est aussi la faute à pas de chance, quoi. Ouais, mais quand on voit ça, justement, après, on se dit que quand on repart le lendemain d'une grosse chute, par exemple, on n'a pas plus d'appréhension. Un peu aussi, mais une fois que t'es parti, Ouais. voilà. C'est bête, mais Jacobsen, il est tombé à 80 km/h. On a tous vu la chute, il s'est pris un commissaire et tout, c'était un truc de fou. Il s'en est sorti indemne, entre guillemets, et il est à nouveau sur le vélo, et voilà. Et il y a Gino Madère qui est tombé au Tour de Suisse, j'y étais. Franchement, c'était pas dangereux. Bah, c'était pas dangereux. Je vais pas revenir sur sur une polémique là-dessus et tout, mais l'endroit où elle est tombée, c'était vraiment, ça faisait une grande prairie. Et malheureusement, il y avait un pierrier où la rivière passait en dessous de la montagne. Et en fait, il a loupé le virage et il a été, chuté là-dessus. Ça se joue à pas grand-chose, quoi. Je sais plus, c'est le coureur d'Ineos qui était tombé, je crois, 2 ou 3 minutes avant Gino Madère, il a rien eu. Il a même pas eu, je vais pas dire pas une égratignure, mais il a rien eu de cassé, quoi. Et du coup, souvent, c'est vraiment, c'est le destin, c'est la faute à pas de chance qui te fait tourner d'une situation où t'as rien, où ça peut être dramatique, quoi. Après, je pense qu'il faut pas trop y penser. Et si tu commences à y penser tous les matins en montant sur ton vélo, bah, c'est qu'il est temps d'arrêter. J'ai l'exemple de Kevin Reja qui a longtemps été un de mes poissons pilotes ou un de mes gars de confiance qui travaillait pour moi. Lui, il a arrêté parce qu'il n'arrivait plus à prendre les risques. Clairement. Il s'est dit, il était encore performant, il était encore opérationnel, mais il n'arrivait plus à aller au combat dans le final et tout.
c'est ce qui lui a fait arrêter, quoi. Quelle est l'ambiance dans un peloton après un décès comme celui de Gino Madère? Bah déjà, on espère pas le comment dire, le revivre souvent. C'était bien évidemment de la peine, on était un peu tous abasourdis et voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ouais, c'était une très mauvaise journée, surtout qu'en plus il est décédé juste avant le départ. Et donc ouais, c'est vraiment une journée à oublier et voilà. Mais on se dit justement dans sa tête, ça aurait pu être moi, j'aurais pu y passer. Ouais. Clairement, on se le dit. Tu penses à tes enfants, tu penses à ta femme. Tu te dis, ça se joue à pas grand chose. Après, c'est notre métier, on adore ça, on aime ça, mais il faut pas oublier que ouais, c'est un sport super dangereux. Et du coup, depuis 2013, tu as vécu de nombreux moments dans ta carrière. Si tu devais en retenir qu'un seul, ce serait lequel? Hormis celui de la piste à la limite en 2012. Un bon moment ou un mauvais? Ah bon? Un bon et un mauvais. Alors un mauvais, on va dire que c'est Limoges 2016. Je fais deuxième au Tour de France pour 28 mm, donc c'était pas terrible. C'est un des pires moments de ma carrière, ouais, l'attente et tout, l'attente de la photo finish. C'est dur d'y retourner justement après en 2023. J'avais envie de rétablir mais ça s'est pas mieux passé. J'avais envie de comment dire, de prendre ta revanche. Malédiction, ouais, prendre ma revanche et gagner là-bas, mais non. Ça aurait été un beau signe du destin, mais bon, c'est pas grave. Et après, un bon moment, j'en ai pas un en particulier. Je suis clairement fier et content du déroulé de ma carrière et de ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive encore à faire, ce que j'espère faire. Et non, franchement, je prends du plaisir encore sur le vélo. À l'entraînement, en course, je suis encore performant. Et ouais, ce que je retiendrai, c'est ça. Il n'y a pas un moment clé où tu te dis, tiens, c'est pour ça que je fais du vélo? C'est quand tu gagnes. Ouais. Clairement, il n'y a que la victoire, mais il n'y en a pas une en... Comment dire il n'y a pas une victoire. Si j'avais gagné sur le Tour, je te dirais c'est celle-là, mais non, il n'y en a pas une en particulier qui est mémorable, tu vois. Même si on pourrait se dire que ça peut être l'an passé en Australie, parce que c'était ma première victoire World Tour, mais même ça, j'y portais pas d'importance. Pour moi, c'est pas... J'avais déjà gagné devant des plus gros start lists. Ça avait pas l'appellation World Tour. Là, c'était un beau sprint, mais c'était pas mon meilleur sprint et voilà. Où est-ce qu'on pourra te voir dans les prochaines semaines, prochains mois? Alors mon programme, j'ai la chance d'avoir un programme établi longtemps à l'avance, qui normalement il bouge pas trop en ce moment, mais il va pas trop bouger. Non ouais, j'ai pas mal enchaîné là en début d'année, 2 courses en Espagne à la suite du stage, et puis j'ai fait la Lula Tour et Oman, donc il était important je vais prendre, j'allais dire un peu de repos, mais même pas, parce que ça va être une semaine très dense et intense en entraînement. Non, ouais, j'ai clairement un gros programme et avec Paris-Nice, ça sera ma prochaine course où j'ai envie de bien faire. Il y a pas mal d'arrivées qui me conviennent bien, donc on va essayer de faire les choses bien. Et ensuite, je ferai Milan-Turin, Tour de Catalogne, où l'an passé, j'ai fini aussi 2 fois deuxième. Et je reviendrai, je finirai, on va dire, mon premier bloc de course au Pays de la Loire Tour, où j'ai gagné 2 fois l'an passé, et j'étais leader le dernier jour, ça s'est pas bien passé, mais donc je reviendrai pour essayer de gagner. Et dans ta région, ça te porte à cœur? Ouais, bah, oui, bien évidemment, je suis motivé et j'ai toujours aimé le circuit de la Sarthe et le Pays de la Loire Tour. Là maintenant, c'était aussi un bon moment l'an passé, donc un bon et puis une fin aussi un peu compliquée. Et on vient clairement pour gagner, hein, là vu la start list, en tout cas vu l'équipe que j'aurai autour de moi. Et je pense qu'ils vont me mettre la pression au départ. Tu auras les armes pour gagner. Clairement. Qu'est-ce qui te manque pour gagner là en ce début de saison? Tu as fait plusieurs podiums. Je sais pas trop, ouais, je prends un peu ça maintenant. Avec l'âge aussi. Plus jeune, ça m'aurait vraiment bouffé de faire
3 fois deuxième. J'ai fait deuxième derrière Groenewegen, Merlier, Caleb Ewan. C'est des top sprinters. Merlier, c'était vraiment très, très, très serré. Je pense qu'il me manque un peu de réussite. Alors après, ça c'est... Je tombe pas dans une mauvaise dynamique à me dire il faut absolument que je gagne, absolument, absolument. La condition est bonne. Normalement, il me reste encore quelques petits pourcents, on va dire, de conditions à gagner jusqu'à Paris-Nice. En tout cas, c'était l'idée d'arriver en ce début de saison pas à 100% pour pouvoir passer encore un cap. Je me suis trouvé... J'étais agréablement surpris de ma condition en ce début de saison. Voilà, je vais dire, il manque un peu de réussite. Et puis voilà, j'espère que ça va arriver rapidement sur Paris-Nice, ça serait cool. Et sinon, on attendra un peu plus longtemps. Mais ça fait 10 ans justement que tu as un contrat à pro. Est-ce que quand tu regardes par exemple notamment les Champs-Élysées et Limoges où il t'a manqué un rien, est-ce que tu penses que l'expérience que tu as aujourd'hui t'a manqué pendant ces années-là? Clairement, ce jour-là, l'expérience me manque énormément parce que Jimmy Engoulevent, qui était mon directeur sportif à l'époque et qui est arrivé cette année chez Cofidis, me l'a rabâché des fois. Alors, pas tout de suite à chaud parce que je pense qu'il aurait passé un mauvais quart d'heure. Mais clairement, à Limoges, je jette mal mon vélo. Si je jette mieux mon vélo, c'est moi qui gagne. C'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, clairement, oui, c'est l'expérience parce que maintenant, je jette bien mon vélo. Je me suis entraîné à tous les sprints que je fais à l'entraînement. Je jette mon vélo pour avoir ce réflexe-là ce jour-là, quoi. Donc, par exemple, quand je fais 2 derrière Merlier, c'est pas le jeter du vélo qui pêche, tu vois. Et après des deuxièmes places, comment tu réagis? T'as envie de retourner au combat et de dire ok, je vais faire premier. T'es déçu ou tu te dis bah c'est des bons points de prix et puis c'est une bonne place? Non, j'ai envie de retourner au combat. Ce que j'aime, c'est gagner. Quand tu fais deuxième, t'es jamais plus proche. Bah, si t'es plus proche, t'as la victoire. Donc non, ouais, tout le temps, c'est le vélo, c'est compliqué aussi là-dessus. Surtout quand t'es sprinter, c'est que entre guillemets, c'est une occasion tous les jours. C'est pas comme au foot où finalement tu perds un match important, même si tu joues la Ligue des Champions, la Coupe, tu joues tous les 3 jours au plus proche. En 3 jours, tu as le temps de passer à autre chose, de repasser. Nous, on n'a pas le temps de perdre de temps avec ça parce que dès le lendemain, il y a une autre étape. Et du coup, dès le lendemain, il faut être opérationnel. Pour être opérationnel, il faut récupérer, donc il faut bien dormir. Et si toute la nuit, tu cogites Je te dis pas qu'à Limoges, j'ai pas cogité. Mais maintenant, ouais, Voilà, t'as fait deuxième, bah tant pis, quoi. T'as pas gagné ce coup-ci et faut tout faire pour regagner le lendemain et repartir d'attaque, quoi. Mais c'est pas comme les sports co où tu joues 1 fois par semaine ou même des fois 2 fois par semaine. T'as le temps d'analyser, t'as le temps de digérer tout ça. En vélo, t'as pas le temps, faut digérer vite parce que dès le lendemain, c'est une autre étape. Est-ce que tu te décompresses sur les sprints? C'est Paul Magnier qui a gagné notamment sur le Tour de Le Mans qui dit qui fait le jeu de la pancarte, entre guillemets, le coup de la pancarte quand il sprint. Est-ce que tu as quand tu es dans le sprint, tu as un petit tips pour être plus à l'aise dans ton sprint? À l'entraînement, tu veux dire? Oui, à l'entraînement ou même en course. Ouais, non. J'en fais énormément des sprints à l'entraînement tout le temps. Alors ouais, du coup, quand on était plus jeune, on faisait beaucoup de sprints pancarte et tout. Mais maintenant, mes copains, ils veulent plus jouer avec moi. Mais non, oui, c'est comme je te dis, lancer son vélo tout le temps, c'est important. C'est des tips où tu vois quand tu le fais toute l'année, bah t'oublies pas le jour où c'est important, quoi. Il y a un dernier aspect du vélo que j'aimerais aborder avec toi, c'est l'évolution des nouvelles technologies avec des nouvelles pédales et beaucoup de choses qui changent. Comment tu appréhendes ça? Bah, je le prends toujours bien parce que c'est de l'innovation et du coup, c'est pour toujours être à la recherche de performance. Mais c'est sûr que de ce côté, le vélo a énormément changé. Rien que l'aspect aérodynamique, c'est quelque chose où, quand je suis passé pro, on n'y pensait même pas. Maintenant, tout est conçu pour ça. Les textiles, les casques, le vélo, tout est... On arrive presque maintenant, clairement... Alors, on n'est pas à la Formule 1, mais presque.
En gros, tout est étudié. À l'époque, on va dire, c'était peut-être aller le contre-la-montre, la position de contre-la-montre, le vote contre-la-montre, mais maintenant tout est étudié, tout passe en soufflerie, tous les vêtements, même les vélos de route, tout le textile. Donc ouais, c'est bien parce que ça pousse et ça tire vers le haut. Après ouais, voilà, c'est comme ça, faut s'adapter, quoi. Et tu t'intéresses à cet aspect pour un après-carrière? Ça, c'est pas quelque chose. Pour être honnête, je pense pas rester dans le vélo après ma carrière. Ok. Je suis passionné, j'aime ça. Après, le souci, en tout cas, je pense que ce qui me fera arrêter, c'est d'être toujours parti. On est parti quand même plus de 200 jours dans l'année. Je dirais maintenant plus proche de 250. Ça fait beaucoup de temps parti et je pense qu'une fois que j'arrêterai, j'aurai qu'une envie, c'est d'être peinard à la maison avec ma famille, mes enfants. Et bien évidemment que je regarderai le vélo, mais je pense pas avoir envie de repartir au quotidien comme ça, de vivre dans une valise. Et tu as déjà pensé à l'après-carrière ou pas du tout? Bah oui, je commence à y penser parce que je suis plus près de la fin que du départ. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais ce que je veux pas faire. C'est déjà un bon début. C'est bon? C'est bon pour vous? Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis on va te souhaiter bonne saison et puis bonne chance à toi pour tous tes objectifs sur le Tour de France et sur les championnats de France. C'est gentil, merci bien. Merci à toi. Merci.